Dans la nuit glaciale du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, petit bourg du Tarn encore endormi, un drame invisible s'écrit. Vers 3h53, Cédric Jubillard compose un appel au 17 pour signaler la disparition de son épouse Delphine, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants. Dès les premières minutes, l'affaire échappe à la sphère privée pour devenir une énigme nationale. Car rien dans cette nuit d'hiver ne laissait présager un tel basculement, aucune trace de lutte, aucune effraction, aucun indice matériel de départ précipité. Une femme s'est volatilisée, laissant derrière elle des volets clos, des enfants endormis et un mari déboussolé. Les gendarmes mobilisés sur place découvrent un domicile en apparence banal, celui d'un couple en crise, mais sans signe manifeste de violence. Pourtant, l'absence de Delphine devient immédiatement inexplicable. Elle n'a pris ni sa voiture, ni ses papiers, ni ses affaires personnelles. Les chiens pisteurs s'arrêtent à proximité du lotissement, incapables de suivre une trace plus loin. Le téléphone portable de la disparue cesse d'émettre quelques heures après le signalement, dans un rayon de 2 km. Ces premiers éléments nourrissent un sentiment d'impossible sortie volontaire, rendant l'affaire d'autant plus opaque. Rapidement, l'enquête prend une dimension médiatique. La disparition d'une jeune infirmière, en pleine pandémie où la profession est héroïsée, frappe l'opinion. Les chaînes d'information s'emparent du récit. Une mère de famille aimante, connue de ses collègues et de ses proches, s'évapore au cœur de la nuit. Les réseaux sociaux amplifient la sidération. Forums, groupes Facebook et comptes anonymes relaient hypothèses et scénarios. Très vite, la figure de Cédric Jubillard émerge comme point focal. Non seulement parce qu'il est l'époux, mais aussi parce que sa personnalité interroge. Peintre plaquiste au caractère parfois décrit comme impulsif, il apparaît tour à tour comme un mari dépassé par les événements ou comme un suspect idéal. Les premiers jours sont marqués par des recherches massives. Des centaines de bénévoles, voisins et inconnus arpentent de bois, friches et sentiers autour du village. Les plongeurs sondent les cours d'eau, les fouilles n'aboutissent à rien de tangible. Le vide devient abyssal. Aucune scène de crime, aucun corps, aucun témoin oculaire. Cette absence alimente paradoxalement la fascination. L'opinion découvre une histoire qui, dès le départ, échappe aux règles habituelles des disparitions. Trop brutale pour être accidentelle, trop silencieuse pour être un départ planifié, trop mystérieuse pour être rapidement résolue. La chronologie de cette nuit reste pourtant ciselée. Selon le récit officiel, Delphine aurait quitté le domicile aux alentours de 23h pour promener les chiens, puis se serait couchée. Mais à partir de minuit, son téléphone cesse toute activité. À 4h du matin, son mari alerte les gendarmes. Entre ces 2 instants, le mystère s'épaissit. Ce laps de temps, ni trop court ni trop long, devient le cadre hypothétique d'un drame. C'est dans cet interstice que l'inconnu s'installe. Que s'est-il passé entre le dernier signal du téléphone et l'appel de Cédric ? L'absence de corps rend l'enquête particulièrement complexe. Dans les affaires criminelles, la découverte d'une dépouille constitue souvent l'élément déclencheur permettant d'ancrer une enquête dans la matérialité. Ici, rien. Seuls subsistent des indices ténus. Un téléphone qui s'éteint, des chiens qui s'arrêtent, une lampe torche qui n'a pas été allumée malgré l'obscurité. Ce détail, révélé par les experts techniques, alimente des conjectures. Pourquoi une femme sortant dans la nuit noire, sans lune, ne chercherait-elle pas à s'éclairer ? Était-ce parce qu'elle n'est jamais sortie volontairement ? Ou parce qu'elle était accompagnée, contrainte, dirigée ? Les premiers interrogatoires s'attachent à reconstituer la vie intime du couple. On découvre une relation marquée par des tensions, des disputes et la perspective d'un divorce en cours. Delphine aurait confié à ses proches son désir de tourner la page, ce qui nourrit l'hypothèse d'un conflit conjugal. Mais à ce stade, rien n'est prouvé. Les enquêteurs avancent avec prudence, conscients que l'opinion publique guette chaque geste, chaque mot. La présomption d'innocence reste intacte, mais l'ombre du soupçon s'installe, portée par l'imaginaire collectif qui, dans les disparitions, désigne presque toujours le conjoint en premier. C'est ainsi que naît le paradoxe initial. Une femme disparaît sans laisser de traces, et parce que rien ne permet d'expliquer son absence, tout devient suspect. L'enquête, dès ses premières heures, se heurte au vide mais nourrit la rumeur. Les policiers fouillent, les médias spéculent, et la France découvre une énigme dont la clé échappe encore à toute logique rationnelle. Ce vide inaugural deviendra au fil des années la matrice d'un dossier hors norme, sans scène de crime, sans aveu et surtout sans corps, mais avec une intensité judiciaire et médiatique qui ne cessera de croître jusqu'au procès. À mesure que les jours passent, après la disparition de Delphine Jubillard, l'enquête bascule peu à peu d'une recherche de personne à une suspicion d'homicide. Ce glissement, qui s'opère dans la lenteur procédurale, se nourrit d'un faisceau d'indices à la fois ténus et suggestifs. Rien n'est décisif, mais chaque élément, replacé dans un contexte de crise conjugale et d'absence de corps, contribue à épaissir l'ombre qui plane sur Cédric Jubillard. Dès les premiers mois de 2021, les enquêteurs examinent de près les déclarations du mari. Ses propos,
consignés lors des auditions révèlent des variations chronologiques et des incohérences de détails. Ainsi, les heures exactes de coucher, les déplacements nocturnes supposés ou encore l'usage du téléphone suscitent des interrogations. Ces décalages, qui pourraient s'expliquer par le stress ou la confusion, sont au contraire interprétés comme des anomalies potentielles. Dans un dossier dépourvu de preuves directes, chaque contradiction prend un poids disproportionné. À ces soupçons viennent s'ajouter les données techniques. Les bornages téléphoniques montrent que le portable de Delphine a cessé d'émettre dans une zone restreinte, proche du domicile, ce qui contredit l'hypothèse d'une fugue lointaine. Parallèlement, les extractions numériques réalisées sur le téléphone et les ordinateurs du couple révèlent des recherches et des conversations attestant de tensions grandissantes. La perspective d'une séparation, voulue par Delphine, plane sur l'équilibre familial. Les enquêteurs notent aussi que Cédric, au fil des jours, semble osciller entre la volonté d'apparaître coopératif et une forme de désinvolture perçue par certains comme troublante. Puis viennent les témoignages sensibles. En détention provisoire, Cédric aurait confié à un codétenu des informations laissant entendre qu'il connaissait le sort de sa femme, évoquant même une cache possible dans une ferme désaffectée. Bien que ces confidences soient fragiles, car venant d'une source intéressée et difficilement vérifiable, elles déclenchent des fouilles et des réquisitions supplémentaires. Par ailleurs, une ex-compagne de Cédric affirme qu'il aurait tenu devant elle des propos ambigus sur la disparition. Ces déclarations, bien qu'à charge, demeurent contestées par la défense, qui y voit des affabulations instrumentalisées par l'enquête. En parallèle, l'enquête judiciaire se dote d'outils inédits. En décembre 2022, une reconstitution à Cagnac-les-Mines est organisée. Les magistrats cherchent à comprendre ce que les voisins ont pu entendre cette nuit-là. Pour cela, un ingénieur du son enregistre des cris et des bruits afin de mesurer leur portée dans le lotissement. L'objectif est d'objectiver des témoignages divergents. Certains voisins disent avoir perçu une dispute, d'autres nient avoir entendu quoi que ce soit. Ce paysage sonore devient un instrument juridique, un moyen d'inscrire l'affaire dans une matérialité expérimentale même en l'absence de corps. À partir de janvier 2022, l'affaire prend une nouvelle dimension avec la réquisition adressée à Google par la justice française. Les autorités américaines acceptent de transmettre les données de géolocalisation du téléphone de Cédric. Ces informations permettent de recouper ses déplacements, ses horaires et ses zones de présence. Si elles ne révèlent pas de trajet incriminant clair, elles confortent néanmoins la thèse que l'époux était le seul à proximité lors de la disparition. Aux yeux des juges, l'absence de tiers identifiés renforce l'hypothèse d'un drame conjugal. Pendant ce temps, la pression médiatique monte. Chaque élément révélé ou fuitant dans la presse est disséqué par l'opinion. Les plateaux de télévision deviennent des tribunaux symboliques où experts autoproclamés, avocats et journalistes rejouent le dossier en direct. L'ombre de l'affaire Daval, survenue 3 ans plus tôt, plane. Un mari longtemps dans le déni, finalement condamné pour le meurtre de sa femme. Ce parallèle, bien qu'injuste car chaque affaire est unique, pèse dans l'inconscient collectif et contribue à transformer Cédric en suspect idéal. En juin 2021, l'étau judiciaire se resserre. Cédric est mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire. Cette décision, qui repose sur des indices graves et concordants, marque un tournant. Le doute laisse place à une accusation formelle. Pourtant, aucun élément nouveau n'a surgi de façon éclatante. C'est l'accumulation d'incohérences, de témoignages indirects et de données techniques qui convainc le juge d'instruction de franchir le pas. Le public, avide de certitude, s'accroche à cette étape comme à une validation de ses intuitions. Mais déjà, la défense dénonce un dossier vide. Pas de corps, pas de scène de crime, pas de preuves matérielles. Elle souligne la fragilité des témoignages indirects, l'interprétation biaisée des incohérences et l'absence de tout aveu. Les avocats rappellent que la présomption d'innocence demeure entière et que le risque d'une erreur judiciaire grandit à mesure que l'on bâtit une accusation sur du sable. Pourtant, dans l'opinion publique, comme chez une partie des magistrats, la conviction s'installe. Si Delphine n'a jamais été retrouvée, si aucune trace de vie n'existe depuis décembre 2020, c'est bien que son mari détient la clé de l'énigme. Ainsi, au fil des mois, le paradoxe s'épaissit. L'absence de preuves directes devient, en soi, une preuve de culpabilité supposée. Ce renversement de perspective, à la fois fascinant et dangereux, prépare le terrain à un débat judiciaire qui sera scruté dans ses moindres détails lors du procès. L'affaire Jubillard n'est pas seulement une énigme criminelle, c'est aussi une plongée dans les méandres de la justice française. Dès la mise en examen de Cédric en juin 2021, le dossier se double d'un bras de fer procédural où chaque décision de détention provisoire, chaque appel, chaque pourvoi devient un chapitre en soi. En filigrane, une question obsède juristes, journalistes et citoyens. Comment un homme peut-il rester enfermé des années sans corps, sans aveu et sans procès immédiat ?
Pour comprendre, il faut d'abord revenir au socle juridique. En France, la détention provisoire est encadrée par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale. Elle n'est pas une sanction, mais une mesure de précaution. Elle ne peut être prononcée qu'à certaines conditions. Conserver les preuves, empêcher des pressions sur les témoins, éviter la concertation frauduleuse avec des complices, garantir la présence de l'accusé au procès, prévenir la réitération d'infractions graves. À cela s'ajoute une exigence de proportionnalité. La détention doit être l'unique moyen de répondre à ces objectifs et ne peut excéder une durée raisonnable. Dans les affaires criminelles, la durée maximale est plus souple que dans les délits. Après une première période de détention d'1 an, renouvelable par tranche de 6 mois, un accusé peut rester incarcéré tant que le juge d'instruction et la chambre de l'instruction estiment que les conditions sont réunies. Chaque prolongation doit être motivée par des indices graves et concordants, laissant présumer la participation du mis en examen aux faits reprochés. Autrement dit, on ne demande pas la certitude, mais un faisceau d'éléments suffisant pour justifier le maintien. Dans l'affaire Jubillard, cette mécanique a été activée à plusieurs reprises. En juin 2021, le juge des libertés et de la détention, JLD, ordonne l'incarcération de Cédric. Dès lors, ses avocats contestent systématiquement les prolongations. Mais la Cour d'appel de Toulouse confirme à chaque étape. En septembre 2022, la Cour de cassation valide la décision, estimant que les juges du fond ont correctement apprécié la gravité des indices et le risque de pression ou de fuite. Pour la défense, c'est une défaite symbolique. La plus haute juridiction française admet que, même sans corps, la procédure peut tenir. En 2023, puis début 2024, de nouvelles batailles procédurales s'ouvrent. Les avocats saisissent la Cour de cassation pour contester un supplément d'information ordonné par la Chambre de l'instruction, arguant que ces investigations rallongent indéfiniment la détention. Mais en avril 2024, la Cour rejette le pourvoi immédiat. Résultat, l'instruction continue et Cédric reste derrière les barreaux. Cette succession de décisions nourrit une impression d'engrenage judiciaire dont il est impossible de s'extraire. Ce labyrinthe n'est pas propre à l'affaire Jubillard. Il reflète la tension entre deux impératifs. D'un côté, la société exige que la justice fasse toute la lumière, surtout dans un dossier où une femme a disparu sans trace. De l'autre, le droit protège la présomption d'innocence et interdit de transformer la détention provisoire en peine anticipée. Chaque prolongation devient alors une épreuve d'équilibrisme, où le juge doit démontrer que la mesure reste nécessaire et proportionnée. Un autre élément renforce la complexité. Le procès, prévu à l'automne 2025 à Albi, doit durer plusieurs semaines. Mais tant que l'audience n'est pas ouverte, Cédric demeure en détention sous mandat criminel. Ce calendrier étiré alimente les critiques. Comment justifier près de 4 années de prison sans jugement? Les magistrats répondent que l'affaire, dépourvue de corps et de preuves matérielles, exige des investigations lourdes. Téléphonie, fouilles, expertise sonore, audition de dizaines de témoins. La lenteur devient, paradoxalement, la conséquence logique de l'absence de certitude. À chaque étape, l'opinion publique se divise. Pour certains, le maintien en détention est la seule façon de garantir que l'accusé comparaisse, d'éviter la concertation et de protéger les témoins. Pour d'autres, il s'agit d'une dérive qui érode la présomption d'innocence. Les débats médiatiques rejouent cette tension, citant tour à tour l'article 144 CPP et le précédent de l'affaire Viguier, où un professeur toulousain accusé du meurtre de sa femme fut finalement acquitté après des années de suspicion. Le paradoxe ici est patent. La justice française ne peut pas juger sans corps rapidement, mais elle ne peut pas non plus relâcher un suspect considéré comme dangereux au vu des indices. D'où un entre-deux insoutenable, une prison préventive qui dure, légale mais perçue comme injuste par une partie du public. Ce labyrinthe, pavé de décisions motivées, d'appels et de pourvois, illustre la difficulté d'appliquer la règle de droit dans une affaire où les preuves tangibles font défaut. Au fond, la détention de Cédric Jubillard met en lumière la fragilité d'un système confronté à un vide matériel. Les juges affirment s'appuyer sur un faisceau d'éléments cohérents, incohérence des déclarations, bornage téléphonique, témoignages indirects, climat conjugal délétère. La défense, elle, répète que ce faisceau n'est qu'un mirage. Entre ces deux visions, la justice avance pas à pas, en multipliant les décisions écrites et motivées. Ce chemin procédural, semé d'embûches, mène inexorablement vers le procès. Et c'est là, seulement là, que le paradoxe devra être résolu, par un acquittement ou par une condamnation au nom du peuple français. Dès la mise en examen de Cédric Jubillard, ses avocats, me Jean-Baptiste Allary, me Alexandre Martin et me Emmanuel Franck, s'engagent dans une bataille acharnée. Leur ligne directrice est simple. Il n'y a pas de preuves directes, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Dans l'arsenal juridique français, ces 3 éléments constituent traditionnellement les piliers d'une accusation solide.
Leur absence ouvre un boulevard à la défense qui répète inlassablement que l'accusation repose davantage sur des impressions et des hypothèses que sur des certitudes. Les avocats martèlent que les indices relevés par l'accusation ne résistent pas à l'examen contradictoire. Les incohérences dans les propos de Cédric, des détails mineurs expliqués par la fatigue, le choc ou la mémoire défaillante. Les bornages téléphoniques, des zones imprécises, incapables de prouver la localisation exacte de Delphine ou de son mari au moment clé. Les témoignages de codétenus ou d'ex-compagnes, des paroles rapportées, invérifiables, parfois intéressées, qui ne devraient pas peser dans une procédure criminelle. Pour la défense, qualifier ce dossier de solide serait un abus de langage. Il n'est qu'un puzzle incomplet dont les pièces manquent les plus importantes. Les avocats insistent, aucune trace de sang, aucune arme, aucune empreinte compromettante n'a été retrouvée au domicile. La maison des Jubillards a été fouillée à plusieurs reprises, de la cave au grenier, sans qu'aucune preuve matérielle d'un meurtre n'émerge. Les chiens pisteurs, mobilisés dès les premières heures, n'ont rien détecté de concluant. Les fouilles étendues dans la campagne environnante, les plans d'eau sondés, les hectares de terrain ratissés, tout cela n'a abouti à rien. Pour la défense, ce silence matériel est plus éloquent que tous les témoignages indirects. On ne peut pas construire une accusation de meurtre sur une absence, répète-t-il. Afin d'ouvrir le champ des possibles, la défense a aussi travaillé sur d'autres scénarios. L'un d'eux, un départ volontaire. Delphine, usée par les tensions conjugales, aurait pu quitter le domicile de nuit. Hypothèse peu crédible pour l'accusation, qui souligne l'absence de vêtements, d'argent ou de moyens de transport, mais que la défense entretient pour rappeler que rien n'interdit d'y croire. Autre piste, l'intervention d'un tiers. Dans une région semi-rurale, isolée, il est concevable qu'une rencontre inattendue ait eu lieu. Un rôdeur, un voisin, un inconnu croisé par hasard, autant d'éventualités jamais totalement écartées. Les avocats pointent de l'absence d'empreintes ADN étrangères, mais retournent cet argument en disant « si rien ne prouve la culpabilité de Cédric, pourquoi écarter si vite d'autres suspects ?» La défense dénonce aussi ce qu'elle appelle l'effet cliquet. Une fois qu'un suspect est mis en examen et placé en détention, le système judiciaire a tendance à confirmer cette décision à chaque étape plutôt que de reconnaître une erreur initiale. Autrement dit, l'enquête serait biaisée par la logique de sa propre inertie. Les juges, pour ne pas désavouer leurs collègues ou affaiblir l'instruction, prolongeraient mécaniquement la détention. Selon les avocats, ce mécanisme vicieux enferme Cédric dans une spirale où chaque décision de maintien devient un argument pour la suivante. La défense met aussi en lumière ce qui, selon elle, n'a pas été suffisamment exploré. Pourquoi certaines fouilles n'ont-elles pas été étendues plus loin ? Pourquoi certains témoins n'ont-ils pas été réentendus malgré des contradictions ? Pourquoi la piste d'une disparition volontaire, bien que minoritaire, a-t-elle été rapidement mise de côté ? Les avocats soulignent également le manque d'exploitation de certaines données numériques périphériques, géolocalisation d'applications, historique complet de réseaux sociaux. Chaque lacune est brandie comme la preuve d'une enquête menée à charge. Enfin, la défense replace constamment le débat dans un cadre fondamental, la présomption d'innocence. En France, nul n'est censé être considéré coupable avant d'avoir été jugé. Or, Cédric, incarcéré depuis 2021, est présenté médiatiquement comme l'assassin présumé de sa femme. Ses avocats dénoncent d'un procès permanent organisé sur les plateaux télévisés et dans la presse. Selon eux, l'opinion publique a condamné leur client bien avant le jury. Ce climat, jugé délétère, pèserait lourdement sur l'équité du futur procès. En somme, la défense ne se contente pas de contester. Elle déconstruit point par point la mécanique de l'accusation. Elle rappelle les fragilités des indices, brandit les angles morts et martèle que l'absence de corps est une faille majeure. Son objectif n'est pas seulement d'obtenir la libération provisoire de Cédric, mais surtout de préparer le terrain pour l'audience d'assises. Là, devant des jurés citoyens, ces arguments pourront trouver un écho plus fort que dans les couloirs d'une chambre de l'instruction. Car si la justice exige des indices graves et concordants pour maintenir une détention, elle réclame au procès une conviction intime au-delà du doute raisonnable. Et c'est sur ce basculement de seuil que repose tout l'enjeu du paradoxe Jubillard. Après plus de 4 années de détention provisoire, la question demeure lancinante. Pourquoi Cédric Jubillard est-il toujours emprisonné alors qu'aucun corps n'a été retrouvé ? Qu'aucun aveu n'a été formulé et qu'aucune preuve matérielle décisive n'a été produite ? Cette interrogation, qui passionne autant les juristes que le grand public, est au cœur de ce que l'on a baptisé le paradoxe Jubillard. Pour y répondre, il faut articuler droit, procédure et perception collective. La clé réside dans la distinction entre les standards de preuve. Pour ordonner et maintenir une détention provisoire, il suffit que le juge relève des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable l'implication du mis en examen. Ce seuil probatoire est intermédiaire. Il ne s'agit pas de démontrer la culpabilité,
mais seulement de justifier qu'il existe suffisamment de charges pour écarter les alternatives à la détention. Contrôle judiciaire, bracelet électronique. En revanche, au procès d'assises, la barre est beaucoup plus haute. Il faudra convaincre les jurés au-delà du doute raisonnable. Autrement dit, le système accepte de priver quelqu'un de liberté en amont sur la base d'indices, tout en maintenant que seule une condamnation peut trancher définitivement la question de la culpabilité. Dans le cas de Cédric Jubillard, les juges ont systématiquement estimé que le dossier contenait ce faisceau d'indices, des incohérences dans ses déclarations initiales, les bornages téléphoniques montrant que Delphine n'a jamais quitté la zone proche du domicile, les témoignages rapportés, codétenus, ex-compagnes, suggérant des confidences à charge, la reconstitution et les tests sonores, confortant l'hypothèse d'une dispute nocturne, et enfin le contexte conjugal marqué par un divorce imminent et des tensions croissantes. Pris isolément, aucun de ces éléments ne prouve un meurtre. Mais réunis, ils forment aux yeux des magistrats un faisceau suffisamment solide pour justifier le maintien en détention. Autre facteur essentiel, la chaîne de contrôle. Chaque décision de détention ou de prolongation a été confirmée par la Chambre de l'instruction de Toulouse, puis en 2022 par la Cour de cassation. En 2024, la haute juridiction a de nouveau rejeté un pourvoi visant à casser un supplément d'information. Ces validations successives créent un effet de consolidation. Plus le temps passe, plus il devient difficile de contester le fondement même de la détention, car chaque juridiction supérieure a entériné la légalité de la mesure. Aux yeux de la défense, c'est un engrenage. Pour les juges, c'est une garantie de sérieux et de régularité. Si Cédric est toujours derrière les barreaux en août 2025, c'est aussi en raison de la lenteur intrinsèque de l'instruction. L'absence de corps a rendu l'enquête exceptionnellement complexe. Chaque nouvelle piste, réquisition à Google, expertises acoustiques, fouilles élargies, a nécessité des mois, voire des années. À chaque étape, le temps judiciaire s'est étiré, justifiant aux yeux des juges le maintien en détention pour éviter toute concertation frauduleuse ou disparition d'indices. Pour l'opinion publique, cette lenteur apparaît comme une injustice. Pour les magistrats, elle est la conséquence inévitable d'une affaire hors norme. Ce paradoxe illustre la tension entre deux impératifs. Protéger l'intégrité de l'enquête et préserver la présomption d'innocence. Libérer Cédric avant le procès aurait signifié prendre le risque, jugé trop élevé, qu'il disparaisse, fasse pression sur des témoins ou compromette des preuves encore fragiles. Le maintenir en prison, en revanche, revient à faire peser sur lui un soupçon quasi permanent, aux yeux d'un public déjà convaincu. La justice a choisi la première option au prix d'un débat démocratique intense sur la proportionnalité. Désormais, le sort de Cédric Jubillard se joue devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, où son procès doit s'ouvrir le 22 septembre 2025 pour durer plusieurs semaines. Ce sera le moment où la mécanique de la détention provisoire cédera la place à la logique du jugement. Les jurés devront dire si le faisceau d'indices accumulé depuis 2020 franchit le seuil ultime de la certitude morale. Si oui, la détention apparaîtra rétrospectivement cohérente. Sinon, elle deviendra l'exemple d'une dérive possible. 4 années de prison préventive pour un homme finalement acquitté. En définitive, le paradoxe n'est peut-être qu'apparent. En droit, il n'existe pas. Les règles sont claires et les juges les ont appliquées. Mais pour le grand public, il demeure troublant que l'on puisse enfermer si longtemps un homme sans corps, sans aveu, sans preuve irréfutable. Cette fracture entre le droit et la perception sociale constitue la véritable leçon de l'affaire. Elle rappelle que la justice est à la fois une mécanique technique, réglée par des articles de loi, et une scène symbolique, observée par des millions de regards. L'affaire Jubillard est devenue un miroir grossissant des fragilités de notre système judiciaire. D'un côté, une enquête titanesque, lente et minutieuse, marquée par l'absence d'un corps qui paralyse toute certitude. De l'autre, un suspect qui clame son innocence et qui reste enfermé parce que la loi l'autorise, tant que des indices graves et concordants persistent. Entre ces deux pôles, l'opinion publique oscille, fascinée et troublée, entre désir de justice et crainte d'erreur. Le 22 septembre 2025, à Albi, le procès promet de trancher enfin ce paradoxe. Mais quelle que soit l'issue, condamnation ou acquittement, l'affaire aura marqué les esprits. Elle aura montré que la justice, lorsqu'elle affronte le vide d'un crime sans corps, marche en équilibre précaire entre prudence et excès, entre preuve et soupçon, entre droit et perception. Et c'est sans doute là que réside le véritable héritage du paradoxe Jubillard.